Le moment est arrivé et il va bien falloir y aller. Vous devez dire à quelqu'un quelque chose qui ne va pas être agréable à entendre. Vous êtes bien maintenant? Très bien. Bon, très bien. Il se passe une chose étrange. Laquelle, monsieur l'inspecteur? Figurez-vous que monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh! Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh! Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non. Si. Oh! Vous savez que si vous ne le faites pas, la situation ne fera qu'empirer. Vous savez aussi que vous risquez de blesser cette personne. Elle vous prêtera peut-être des intentions qui ne sont pas les vôtres. Elle vous soupçonnera de vous retrancher derrière des prétextes fallacieux pour cacher ce fait. Vous l'avez dans le pif. Peut-être même que c'est ce qu'elle dira de vous et que certains la croiront. Ce regard soupçonneux sur vous se transmettra à d'autres. Pire, les gens prendront peut-être parti. Vous serez facteur de division. Alors finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas faire profil bas? Le remède n'est-il pas pire que le mal? Non, ne vous retranchez pas derrière vos peurs. Vous savez qu'il faut y aller, vous le savez parce que toutes les fois où vous avez fait profil bas, en fait, ça n'a pas donné de beaux fruits sur le long terme. Alors puisque vous avez décidé de prendre votre courage à deux mains, je vous livre ici 3 étapes qui vous aideront à communiquer ce qui est pénible à entendre. Vous avez 5 ans, vous courez à toute vitesse sur le bitume en descente, vous êtes grisé, elle court trop vite ces nouvelles chaussures. Et trop vite c'est le mot juste, l'inévitable arrive, c'est le vol plané et la réception à l'horizontale sur l'asphalte. Vous avez eu la peur de votre vie et c'est pas fini, vos genoux vous brûlent et vous paniquez en voyant les petits cailloux ensanglantés incrustés dans la paume de vos 2 mains. Vous hurlez, votre père arrive et il vous relève. Il vous inspecte brièvement, il vous dit « c'est bon, rien de cassé ». Il nettoie sommairement les plaies à l'aide d'un mouchoir et il tente de vous rassurer. « C'est rien, pleure pas, c'est des petits bobos, on va rentrer à la maison et on va désinfecter tout ça. » Seulement vous, vous avez mal et vous êtes encore sous le coup de la peur. « Allez, va, arrête de pleurer, t'en verras d'autres. » Vous ravalez vos larmes et vous entendez « c'est bien, t'es un petit gars courageux. » Cette scène de la vie ordinaire, nous sommes nombreux à l'avoir vécue. Nous vivons dans une société qui ne fait pas la part belle aux émotions. Nous avons appris à les réprimer. Si nous étions trop joyeux, nous devions nous calmer. Nos explosions de colère se soldaient par un fil dans ta chambre, tu reviendras quand tu auras réfléchi. Autrement dit, stoppe tes émotions et fais marcher ta tête, ta réflexion. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Dans notre chambre, on apprenait à ravaler notre colère et à adopter le comportement attendu pour pouvoir revenir au milieu de la famille. On a donc peu appris à accueillir nos émotions, ni même à les nommer, et encore moins à savoir quoi en faire si ce n'est les réprimer. Et c'est un vrai problème, parce que reconnaître ses émotions, c'est le meilleur moyen d'identifier ses besoins profonds. Et normalement, quand vous avez quelque chose de pénible à dire à quelqu'un, c'est précisément parce que l'un de vos besoins profonds est touché. Sauf que vous n'avez pas les mots pour en parler. Et comme vous n'avez pas les mots pour en parler, ce qui sort de votre bouche, c'est quelque chose comme « écoute, tu me saoules, t'es toujours à la bourre et j'ai autre chose à faire que de t'attendre. » L'autre se met évidemment sur la défensive, on ne s'écoute plus, on s'invective. Une voie plus efficace est possible. Elle demande un petit temps de préparation, mais ce temps-là, c'est du temps de gagner pour plus tard. Je vous propose de soulever maintenant la chape de plomb qui se trouve entre votre tête et votre cœur. Avant d'aller à la discussion, prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Repensez à la difficulté qui vous amène à vouloir parler avec cette personne et demandez-vous quel sentiment ce problème suscite en vous. Comme les émotions, on peut classer les sentiments en 4 grandes familles. Les sentiments liés à la peur, ceux liés à la colère, ceux liés au plaisir et ceux liés à la tristesse. Bien sûr, c'est déclinable à souhait et vous trouverez facilement sur internet des listes toutes faites de sentiments qui vous aideront à affiner votre vocabulaire, à être plus précis dans votre capacité à nommer ce que vous ressentez. Et c'est important de pouvoir identifier et nommer ces sentiments parce que c'est une information utile à transmettre pour être compris. D'abord parce qu'elle ne parle pas de l'autre, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, elle n'est pas accusatrice, elle ne juge pas, elle fait simplement état de notre intériorité. Et en conséquence, elle permet l'empathie. Et quand on a quelque chose de pénible à dire, c'est quand même mieux de susciter l'empathie en parlant de nos propres difficultés que de susciter l'antipathie par un jugement ou une condamnation de celui qui nous fait face. Donc, commencez par identifier votre sentiment. Une fois identifié, vous allez pouvoir passer à l'étage du dessous où en principe on ne va jamais, alors que c'est précisément là que se trouve la clé du problème.
Nos sentiments fonctionnent comme un voyant sur un tableau de bord. Ils indiquent que quelque chose se passe. Un sentiment négatif indique qu'il y a un problème au niveau d'un besoin fondamental. Lorsque le voyant avec la petite pompe s'allume dans la voiture, c'est que vous arrivez à court de carburant. Quand c'est celui avec le thermomètre, c'est que votre moteur est en surchauffe. Et bien quand le voyant de la peur, de la colère ou de la tristesse s'allume, c'est que l'un de vos besoins fondamentaux est en alerte. À la peur peut correspondre par exemple un besoin de sécurité, à la colère, un besoin de voir vos valeurs respectées, à la tristesse, un besoin d'affection. Là aussi, vous trouverez facilement sur Internet une liste des besoins fondamentaux. Et c'est intéressant d'identifier le besoin lésé pour deux raisons. D'abord, parce que c'est là que se trouve le nœud du problème. Si votre besoin est satisfait, le problème est réglé. Et ensuite, parce que c'est le lieu de rencontre avec votre interlocuteur. Parce que les besoins fondamentaux sont les mêmes pour tous. Tous on a besoin d'amour, tous on a besoin de sécurité, d'acceptation, de respect, etc. Et donc c'est le lieu où nous pouvons nous comprendre. Pas nécessairement tomber d'accord, mais au moins nous comprendre. Alors à ce stade, vous avez identifié vos sentiments, vous avez compris quel besoin fondamental est en jeu, mais évidemment, si vous en restez là, vous n'avez encore rien réglé. Il va falloir identifier clairement ce qui permettrait de résoudre le problème. Qu'est-ce qui pourrait concrètement satisfaire votre besoin? Vous allez devoir formuler à votre interlocuteur une demande concrète, réalisable et négociable. Qu'est-ce que tu dirais d'arrêter d'arriver en retard? C'est pas une demande concrète. Une demande concrète, ce serait plutôt qu'est-ce que tu dirais à l'avenir de partir de chez toi un quart d'heure plus tôt de façon à arriver à l'heure aux réunions? Et c'est aussi une demande a priori réalisable et négociable, parce que formulée de cette manière, elle donne la possibilité à notre interlocuteur d'exprimer que non, c'est pas possible pour lui de partir plus tôt, parce qu'il doit rester avec les enfants jusqu'à l'arrivée de la nourrice. On peut alors chercher ensemble une autre solution qui réponde aux besoins des deux. Et parfois, c'est simplement pas possible de satisfaire les besoins des deux. Et particulièrement quand on n'est pas sur des questions pratiques, mais sur des questions liées à nos valeurs. Ici, il est possible que la rupture s'impose, mais on aura au moins eu l'occasion de le constater ensemble. Vous êtes prêts. Vous avez en main tous les éléments pour aborder le sujet délicat qui vous préoccupe. Le moment est venu de parler avec la personne concernée. La première chose à faire, c'est de décrire le problème de manière factuelle, sans jugement. Sur les 5 dernières réunions, tu es arrivé à 20h30 alors que la réunion commence à 20h et que tu as la responsabilité de l'introduire. Poursuivez avec votre sentiment. Je dois te dire qu'à chaque fois, ça me rend nerveux et je me sens en colère. Continuez avec votre besoin. En fait, j'ai besoin de savoir que je ne vais pas devoir improviser une intro et j'ai également besoin de voir mon propre temps respecté. Et terminez avec une demande claire. Est-ce qu'à l'avenir, il te serait possible de partir de chez toi une demi-heure plus tôt afin d'arriver à l'heure? Alors évidemment, j'ai pris un exemple simple, mais ça fonctionne aussi avec des situations plus complexes. J'ai vu que ta situation de vie a changé et ce que j'observe me semble en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Or, tu as des responsabilités dans l'Église. Je me sens vraiment mal à l'aise avec ça parce que j'ai besoin que le témoignage de vie des responsables soit cohérent avec ce que nous prêchons depuis la chair. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Sentiment, besoin, demande claire. C'est le triptyque qu'il vous faut pour aborder un sujet délicat. Communiquer sans violence, c'est renouer avec les valeurs du royaume. Sans naïveté, puisque nous ne vivons pas en Éden. Mais dans ce monde déchu où se distille la haine, partout où nous le pouvons, chaque fois que c'est possible, apportons l'amour paisible du Dieu qui s'est fait homme. Et si d'aventure vous souhaitez vous exercer, n'hésitez pas, allez voir vos députés.